28 novembre au 11 décembre 2011 avait lieu la 17e conférence des parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques. Chaque année, les représentants des pays membres de l'ONU se rencontrent pour discuter des enjeux internationaux liés à cette problématique. Créée par l'organisme Environnement Jeunesse, la toute première délégation de la jeunesse du Québec était présente à Durban, en Afrique du Sud, pour se faire entendre. La délégation de la jeunesse du Québec est composée de 6 personnes. En fait, il y a 4 participants qui ont été sélectionnés. On a également un reporter d'Éco-Trip qui est présent avec nous et moi-même. Et notre mandat, c'est de bien représenter la jeunesse du Québec lors des négociations sur les changements climatiques. En gros, mon rôle au sein de la délégation, c'est de s'assurer que la délégation de la jeunesse du Québec est bien représentée auprès des autres organisations de la jeunesse. Puis, c'est aussi d'identifier les opportunités de partenariat avec ces mêmes délégations-là. Alors moi, mon rôle, c'est d'assurer la communication entre la délégation et la jeunesse québécoise. Pour ça, je passe notamment par les réseaux sociaux, mais aussi par des articles qui sont mis en ligne sur le site d'Environnement Jeunesse. Le rôle d'analyste politique, c'est de s'assurer que tout le monde soit sur la même longueur d'onde, pour s'assurer que le contenu qu'on diffuse soit livré d'une manière homogène, puis s'assurer aussi que tout le monde comprenne bien les enjeux qui ont été discutés la veille ou qui seront négociés dans la journée. Dans le fond, c'est moi qui m'occupe du visuel de la délégation. Donc, je m'arrange pour que chacune de nos publications ait une image pour l'accompagner. Je vais essayer de prendre des photos de ce qui se passe à chaque jour, mais aussi des petits moments plus subtils là, entre nous autres. Alors, mon rôle au sein de la délégation, c'est de suivre les membres dans leur quotidien, dans leurs activités, dans leurs conférences pour produire du matériel vidéo qui sera diffusé par la suite dans les écoles du Québec à titre éducatif. En vue de prendre part à la conférence de Durban, on a tenu par exemple une session de formation à la Maison du développement durable il y a quelques semaines pour suivre justement des ateliers sur les négociations, sur la justice climatique et plein d'autres thèmes, dans le fond, qui vont être abordés lors de la conférence. J'ai envie de vous dire, au vu de ce qui s'est passé à Copenhague et à Cancun, j'imagine que vous savez ce qui s'est passé, qu'est-ce qui vous motive aujourd'hui d'aller à Durban? Vous y croyez encore? Je pense qu'il y a beaucoup de stéréotypes associés avec la jeunesse comme étant irresponsable, comme étant désengagée. On a vu les 2 dernières conférences, il y a eu plus de 1000 jeunes qui ont participé, puis ils sont très actifs, ils font leur travail, ils font leurs devoirs, ils sont prêts à apporter une vision nouvelle puis positive aux négociations. Depuis 2008, les jeunes ont été reconnus comme des acteurs officiels des négociations climatiques, tout comme les peuples autochtones, les ONG, les groupes de femmes. Donc vous êtes un acteur officiel lors de ces négociations-là. Je viens tout juste de finir mon baccalauréat en études politiques appliquées et c'est dans ce cadre-là que j'ai fait la recherche décembre passé sur l'influence des jeunes lors des négociations climatiques. Ce sont des gens qui ont de l'expertise, qui savent de quoi ils parlent, puis ils sont très écoutés. Ils sont perçus par la communauté des négociations climatiques comme des gens qui ont beaucoup de vivacité, de dynamisme et d'énergie et qui sont essentiels pour les négociations climatiques. Non, mais ça se peut quand même que votre gouvernement a moins d'argent que l'ONG internationale. Exact. C'est ça, on leur demande une expertise, mais en même temps, c'est nous qui va rebâtir. Fait qu'on va l'avoir, la connaissance, par la pratique. La jeunesse québécoise en particulier, eh bien, ce sont ceux qui souvent ont des idées, certaines de ces idées-là sont très valables et peuvent être adaptées. Alors, en ce sens-là, je pense que la jeunesse québécoise joue un rôle très important. Un article par jour sur le site ou quelque chose comme ça. Et si oui, est-ce qu'il y a un objectif que chaque personne en écrive, mettons, 2 durant la conférence pour que chacun écrive quelque chose? Rencontrer les membres de la délégation en personne, ça a été vraiment super. On a eu des échanges très dynamiques, très constructifs. C'est toujours très intéressant de partir avec 7 personnes qui ne se connaissent pas, vivre ensemble intensément pendant 2 semaines, surtout dans le cadre des négociations de l'ONU, mais ça reste un cadre exceptionnel pour apprendre, pour réfléchir sur soi puis réfléchir à ses propres valeurs. J'ai vraiment hâte, vraiment hâte. Ça fait 2 jours depuis notre départ. On est parti de Montréal le mercredi en après-midi. On s'est rendu d'abord à Amsterdam où on a fait une escale de quelques heures. Puis on est reparti tout de suite pour Johannesburg en Afrique du Sud.
Ça, c'était long. Ensuite, on est arrivé à Johannesburg. Là, on a passé la nuit sur des bancs d'aéroport. On a essayé de dormir. Puis donc, ce matin, on a déjeuné, puis on est reparti pour Durban. On est arrivé ici, qui est un endroit formidable. C'est vraiment joli, on est super bien. L'océan est à 2 pas. On va essayer de travailler quand même. Donc, ce matin, ça a été la première journée pour la délégation de la jeunesse du Québec à la Conférence de la jeunesse qui regroupe des jeunes délégués d'un peu partout dans le monde. Ce matin, c'était les success stories. Donc, qu'est-ce qui avait bien été, les bons coups qui avaient été faits pour le climat. C'était vraiment encourageant, vraiment dynamisant pour un atelier, le premier atelier du matin. On a eu notamment un exemple des États-Unis où on a eu une présentation sur la lutte contre le projet Keystone, le gros oléoduc qui va emmener le pétrole de l'Alberta jusqu'au golfe du Mexique. Mon coup de cœur, ça a été l'éléphant climatique. Un éléphant dans la pièce, mais personne ne le voit. Ça en prend vraiment un pour notre gouvernement. C'est un mouvement australien pendant la période électorale, puis tous les principaux partis, il n'y en avait aucun qui parlait d'environnement de changement climatique. Donc, ils se sont mis à suivre les médias partout avec quelqu'un dans un costume d'éléphant qui réclamait de parler des changements climatiques. En début d'après-midi, on s'est séparés en quelques groupes pour assister à des ateliers sur différents thèmes. Et celui auquel on est allé, Jean-François et moi, c'est un atelier sur Adopt a Negotiator. En fait, c'est une organisation qui vise à trouver des représentants de différents pays qui ont pour mission de vraiment suivre les négociateurs en chef de leur pays. Donc, en bref, la mission, c'est de rapporter ce que vont dire les négociateurs lors des conférences. She wrote a really nice open letter to her lead negotiator, and her negotiator read it on her BlackBerry on the bus. And this is really high pressure for all these people involved. On critique beaucoup les négociateurs qui nous représentent, mais eux-mêmes ont beaucoup de contraintes, autant politiques, de tenter de plaire à tout le monde en quelque sorte. Et ils sont vraiment très sensibles à l'opinion de la jeunesse parce que l'opinion publique, dans le fond, va nous écouter. Donc, je pense que ça va être vraiment notre mission d'aller voir les négociateurs de la délégation canadienne. On a d'ailleurs des rencontres quotidiennes qui vont être prévues pour justement leur poser des questions et leur faire part de nos préoccupations. Jour 2, il fait beau, il fait soleil, on a la vue sur la plage. Comment ça, toi, t'as pas un bidet? Ouais, c'est la seule. C'est vrai? Mais c'est vrai. En début d'après-midi, tout le groupe s'est préparé dans le but d'une rencontre avec l'ambassadeur canadien sur les changements climatiques, Guy Saint-Jacques. Alors, ensuite, il y a l'équipe et coordonnées, tous nos emails. On a su qu'on avait une rencontre avec l'ambassadeur hier seulement, donc on se prépare assidûment depuis 24 heures pour cette rencontre-là. On s'est consulté 2 ou 3 fois déjà, on a eu une pratique, on a fait une générale pour la rencontre. C'est ça, il y a beaucoup de choses que Catherine a envoyées. J'ai fait une compilation un peu de tout ce qu'on avait déjà comme présentation de documents. Fait que ça l'explique, dans le fond, c'est quoi la délégation, c'est quoi nos objectifs. Même si on n'est pas du tout d'accord avec la position défendue par le Canada à la conférence de Durban, ça ne nous empêche pas quand même d'établir un dialogue constructif avec les représentants de la délégation canadienne. On a ça de particulier au Canada, on a nos bureaucraties qui fonctionnent avec des fonctionnaires. Donc, ils peuvent rien faire sans l'accord de l'exécutif, que ce soit le bureau du premier ministre ou le bureau du conseil privé. C'était vraiment la première fois que j'entendais le négociateur canadien, depuis l'élection du gouvernement de Stephen Harper, parler de manière plus franche, puis de le sentir plus humain, de se laisser quand même un peu ouvrir, puis dans le fond qu'on comprenne vraiment sa position, puis qu'il ne semblait pas du tout en accord avec ce qu'il devait défendre, malheureusement, mais que c'était son travail, le travail de son gouvernement. Donc ça a vraiment été un bon moment. Someone is speaking too fast, which most likely culprit will be me. Slow down. If you can't understand, you've got a language issue, just put your hands in the air like this. We'll stop the meeting and make sure the language issue has been resolved and that you can understand what's going on.
Mais il y a quand même une couple de trucs. Mais ça, c'est pour les pays en général, mais je cherche vraiment bunker fuel. Bunker fuel, c'est carburant marin. Carburant marin. Et on parle de la signification de bunker. Mais bunker, c'est le gaz, c'est le fuel du bateau. Non, c'est dans... Pour les jeunes, quand on a un objectif, par exemple, de promouvoir davantage la jeunesse québécoise, mais qu'il faut le faire en anglais, dans un langage qui n'est pas commun, là, même si on maîtrise la langue, c'est pas toujours évident. Donc, surtout que c'est technique, ces affaires-là, souvent. Très technique en termes d'acronymes, puis... oui, c'est ça. Donc, ça fait des discussions parfois difficiles à suivre. Souvent, les groupes de négociation conversent en anglais. Puis, les délégués ne semblent pas pouvoir s'exprimer au maximum de leur capacité, pouvoir exprimer tout ce qu'ils veulent dire, puis débattre à leur pleine capacité. Un jeune qui est sur une délégation officielle qui nous a dit « ben moi, on est plusieurs jeunes sur la délégation officielle de mon pays, puis la moitié, ils ne parlent pas anglais du tout. Mais c'est impossible de suivre à Durban en parlant pas anglais. » Autant la francophonie que nos États francophones doivent faire un effort pour permettre à ce que certaines informations puissent être distillées en français afin de permettre à toutes ces populations d'avoir accès à cette information. Puis il y a vraiment un besoin très, très grand de coordination de tous les efforts qui sont mis en français, d'autant plus que la transmission de l'information, le partage des ressources en français, est quand même assez limité. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'on va se rencontrer à chaque matin après la rencontre de la jeunesse pour essayer de traduire ce qui s'est passé à ceux qui ont moins bien compris. Donc, essayer de faciliter la compréhension des enjeux qui sont discutés au sein de la jeunesse en anglais. Puis, on va essayer de participer à tous les événements de la francophonie, d'assurer une représentation de la jeunesse à ces événements-là, de ramasser des courriels pour pouvoir les inclure sur notre liste, où est-ce qu'on partage notre documentation. À Durban, la délégation de la jeunesse du Québec travaille à bâtir des ponts avec les différentes organisations présentes à la conférence, tout en maintenant un dialogue avec les gouvernements du Québec et du Canada. Elle a aussi l'occasion d'en apprendre davantage sur les enjeux environnementaux, le processus de négociation et le rôle des États fédérés, comme le Québec, dans la lutte au changement climatique. Historiquement, le Québec est ici aux négociations climatiques internationales depuis le début. Il y a eu une délégation du gouvernement du Québec à Rio, lorsqu'on a adopté la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques. Là, on peut se poser une question intéressante. Qu'est-ce qu'ils viennent faire ici? Il y a une tentative par le gouvernement du Québec de jouer son rôle sur la scène internationale. Maintenant, c'est les Nations unies, ce ne sont que les États souverains qui viennent négocier ici. Donc, le Québec n'a pas sa voix directement au chapitre. Il essaie d'influencer les négociations. Les positions du Québec peuvent être exprimées au niveau politique. Elles le sont essentiellement à ce moment-là par des déclarations, par des interventions. Ici, à l'intérieur de la délégation canadienne, au niveau administratif, par les fonctionnaires, on peut exprimer effectivement ce que l'on souhaite pour certains aspects l'un ou l'autre de la négociation. Si on regarde l'Amérique du Nord, qu'est-ce qu'on voit politiquement dans le dossier des changements climatiques? On voit deux gouvernements fédéraux, celui à Washington, celui à Ottawa, qui sont complètement paralysés sur cet enjeu-là. Il reste des provinces, des États américains, provinces canadiennes, des États américains et des villes. Et l'action en Amérique du Nord, c'est d'eux qu'elle sort, cette action-là. Au niveau du travail de ces gouvernements-là, le Québec joue un rôle de premier plan, mais certainement aussi dans le cadre de la lutte au changement climatique, le Québec est l'État en Amérique du Nord qui a adopté le plan de lutte au changement climatique le plus agressif sur la période de Kyoto. Et on est aussi celui qui a adopté l'objectif le plus ambitieux sur la période allant jusqu'en 2020. Alors, on fait vraiment figure de leader au niveau nord-américain et même avec plusieurs de nos partenaires ailleurs dans le monde, comme l'Europe, par exemple, dans le cadre de la lutte au changement climatique. Ce qui est intéressant quand il y a une présence forte du Québec, ça fait contrepoids un peu à la position fédérale qui est très rétrograde, qui est une des pires de tous les pays industrialisés, qui est très collée sur celle des États-Unis. Les positions du Québec ne sont pas celles du gouvernement du Canada. Évidemment, on souhaite une position plus ambitieuse de la part du Canada et un leadership là, qui présentement fait défaut, c'est le moins qu'on puisse dire. Je pense que ça se fait ressentir aussi. C'est pas le seul facteur, mais c'est à mon avis un des facteurs qui contribue au dynamisme de la société québécoise sur cette question-là. Allô, Steven, c'est Gabriel. Ah, OK. D'accord, merci beaucoup. Bye. On a juste annoncé qu'il va se retirer du protocole de Kyoto. Wow! Ben, qu'est-ce qu'il a dit, Steven? on m'a rappelé. Pour moi, c'est clair.
Le lundi de la deuxième semaine, on recevait un appel comme quoi de Stephen Guilbeault qui nous disait que le Canada se retirait de Kyoto. Puis là, ça a été comme la fin du monde. Les contacts qu'on avait dans la délégation canadienne nous parlaient que ce serait une annonce sur le financement. Alors moi, j'en suis vraiment bouche bée. Au moins, ils jouent franc jeu. Là, maintenant, ce qu'il faut, absolument, c'est que le Canada se retire des négociations sur le protocole de Kyoto maintenant. Il ne peut pas se permettre de scraper les négociations pendant 1 an. J'en reviens pas que le Canada se retire d'un traité comme ça, un traité qu'il a signé, qu'il a ratifié. On dirait que je m'attendais, après avoir rencontré l'ambassadeur en chef, qu'il y aurait peut-être une ouverture, puis ça ne s'est pas concrétisé. Moi, mon analyse avec 2 téléphones, parce que je tente de communiquer avec tout le monde, je pense que, bon, si le ministre Kent est vraiment, à l'heure actuelle, en train d'annoncer qu'il se retire du protocole de Kyoto, c'est totalement inacceptable. Je pense qu'il faut vraiment se mobiliser. Si le Canada n'est plus dans la course au protocole de Kyoto, bien, ça n'empêche quand même pas les provinces ou le travail de se faire autrement, mais ça démontre quand même qu'on ne soutient pas la communauté internationale puis les personnes les plus affectées dans le monde par les changements climatiques. Fossil of the day, fossil of the day. Who was that? Who was where? I'm with the Australian Youth Delegation. So I just awarded the Fossil of the Day. The Fossil of the Day is an award which is given to the countries which did the most to block negotiations. Colossal Fossil Award! Colossal Fossil Award! Goes to Canada! I'd like to thank my government for ignoring my people. For ignoring my people in our struggle to survive. In our struggle to survive. Thank you. Thank you. Ça me fait du bien de participer au Fossil du jour, au Fossil de l'année. C'est quelque chose que je trouve assez important de souligner à quel point il y en a qui ne font pas d'efforts. J'ai donné une entrevue d'à peine probablement moins de 3 minutes à RDI. Je pense que ça s'est bien passé, mais j'étais un peu déçue quand même parce que Louis Lemieux, qui était l'animateur de l'émission, a dit que le Canada, dans le fond, s'engageait puis voulait un accord contraignant, un accord en fait pour 2015, mais ça montre à quel point les médias ont pris le message de Peter Kent, l'annonce d'avoir un accord en 2015, vraiment comme une nouvelle positive alors que c'est pas du tout le cas. Puis ça montre en même temps que le gouvernement de Stephen Harper réussit vraiment très bien à mêler tous les journalistes, même sur la scène internationale. En fait, je l'ai appris à 15 minutes de préavis. J'ai reçu un téléphone de Catherine qui disait « Bon, on a une rencontre avec le ministre de l'Environnement dans 15 minutes et il y a juste toi qui es au centre de conférence, alors tu y vas tout seul. » J'étais assez stressé. Alors, évidemment, j'ai parlé avec Peter Kent, j'ai présenté les orientations de la jeunesse du Québec. Il m'a demandé par lui-même ce que je pensais du protocole de Kyoto. À ça, j'ai répondu que suite à notre consultation, et c'était aussi mon opinion personnelle, et ça, je lui ai bien dit, c'est moralement inacceptable que le Canada quitte le protocole de Kyoto. Et là-dessus, comme sur beaucoup d'autres enjeux, le ministre de l'Environnement nous a remâché en fait les positions qu'il défend depuis des mois. Et il a même dit que grâce au financement qu'il avait annoncé hier, il était en bonne position pour critiquer les pays émergents comme le Brésil, la Chine ou l'Inde. En fait, c'est déplorable de voir que le ministre canadien, en fait, envoie des écrans de fumée comme ça pour cacher qu'en fait, il fait rien et que même il bloque les négociations ici à Durban. À la dernière journée des négociations, les pays tardent à parvenir à un consensus. Devant l'impasse à l'horizon, les partis choisissent de prolonger de plusieurs heures la conférence. Alors, il est maintenant 18h, heure de Durban. On est le samedi. Ça fait déjà presque toute une journée que les négociations devraient être terminées. Aujourd'hui et hier, ça a été une très longue journée pour les délégués, les négociateurs. Ils sont enfermés en fait en Indaba, donc en conseil fermé avec juste les ministres depuis hier soir. Puis en fait, là, il n'y a rien qui se passe. On ne sait rien.
les États ils négocient dans leur coin, il semble de moins en moins probable que la conférence de Durban puisse arriver à quelque chose qui a une signification. Si il y avait un échec encore à Durban, si par exemple on compare avec Copenhague, ça voudrait dire une grosse remise en question de tout le processus de qu'est-ce qu'on fait pour vraiment faire avancer les dossiers. Parce que si ça ne fonctionne pas à l'échelle internationale, puis pourtant c'est extrêmement nécessaire, c'est le seul moyen, ou à peu près, d'aider les populations les plus vulnérables. On a fait tellement d'efforts pour monter un processus qui permette, dans le fond, d'avancer les négociations. Puis à l'heure actuelle, c'est pas le processus qui fait défaut, c'est vraiment les pays. Si on ne peut plus faire confiance aux États, il va falloir trouver quelqu'un d'autre à qui faire confiance. Un peu loin de la plénière, mais il y a un groupe de la société civile qui manifeste en ce moment pour un peu soulever le point critique où on en est par rapport aux négociations. Listen to the people! Listen to the people! Don't listen to the bankers! Don't listen to the bankers! En fait, ce qui est vraiment frustrant à propos de la façon dont la société civile a été traitée à Durban, c'est qu'on a été vus comme des parasites qu'il fallait encadrer le plus possible. Ça ne devrait pas être ça. On devrait travailler ensemble, pas les uns contre les autres. Pour le moment, on n'a pas encore perdu confiance totalement dans les Nations unies. On entendait déjà des critiques assez fortes contre COP17, COP18. À un moment donné, c'est qu'on va se rendre à la COP 150. Je pense que la société civile doit se relever et parler encore plus fort que ce qu'elle le fait déjà. C'est d'étouffer la voix des industries parce que, pour moi, ils ne se rendent pas compte qu'il y a des gens qui meurent. Puis ça va prendre beaucoup de dollars pour faire passer dans la gorge des gens que le pétrole passe avant la vie. On est sur notre départ. En fait, finalement, hier, les négociations ont duré presque toute la nuit. Ils en sont arrivés à un accord à 5h30 ce matin. Un accord, en fait, il faut le dire vite, parce qu'il y avait d'abord le protocole de Kyoto. Il fallait réussir à obtenir une deuxième phase d'engagement du protocole de Kyoto. Finalement, les pays se sont entendus qu'ils vont se mettre à négocier un tel accord pour essayer d'y arriver en 2015. Donc, il n'y a aucune garantie qu'ils vont y arriver en 2015. Et que ce traité-là entrera en vigueur en 2020. Ça fait un trou de 8 ans où il n'y aura rien pour s'assurer de diminuer les émissions. Je pense qu'on peut parler, dans le cas de Durban, d'un échec. Bonjour, ça va bien? Enchanté, bonjour. Enchanté. D'abord, premièrement, j'aimerais juste avoir votre opinion sur Durban. Qu'est-ce qui vous a surpris? Qu'est-ce qui vous a étonné dans le bon, dans le mauvais sens du terme? J'avais un poste à analyse politique, je devais analyser beaucoup de textes. Et ça a commencé, il y a eu un exemple de texte qui est sorti le dimanche, mais c'était tellement flou, et on voyait... Ils ont tout mis dedans, puis on voyait qu'il ne s'était rien passé. De mon sentiment général jusqu'à présent, la conférence de Durban représenterait un échec quasiment plus grand que Copenhague, au sens où même la société civile a été pas mal exclue des débats. Ça a été extrêmement difficile de part et d'autre, autant des négociateurs que pour tous les représentants des ONG. Il y a de plus en plus de gens qui se disent que la situation, en fait, dépend peut-être plus aujourd'hui de la population, des États régionaux, des villes. Je me rends compte que les changements partent peut-être un peu plus du fond de la société que ce que je pensais. Éventuellement, les gouvernements en viennent à faire des accords et des lois qui vont correspondre à ce désir-là de la population. C'est pas l'inverse. Je pense que le message qu'il faut lancer au secrétariat et aux décideurs politiques, c'est que le temps presse et puis qu'il faut s'entendre sur quelque chose d'ici 2015, vraiment rapidement. Et puis, empêcher les lobbies pétroliers de bloquer les négociations comme ils le font outrageusement depuis les dernières COP.
Même si, par exemple, les négociations échouaient, si en tant que groupe, je voyais dans le fond que tout le monde avait fait du progrès, comme ça a vraiment été le cas, puis ça a été vraiment impressionnant, ça, dans le fond, ça me donnait, dans le fond, une motivation à continuer beaucoup plus que le déroulement des négociations. Je pense que la plupart des dialogues qu'on a établis avec les différentes délégations et les différents négociateurs, c'est un dialogue qui était très constructif. Donc, c'est des relations à long terme, je crois, qu'on a pu établir ici. Des bons contacts avec les représentants du Québec, du Canada aussi, mais aussi avec la jeunesse francophone. Une délégation jeunesse québécoise, je pense que c'est vraiment très important. Mais il n'y a aucune autre plateforme qui permet à des jeunes Québécois de s'exprimer et d'apporter des points constructifs dans les négociations actuelles. Et puis là-dessus, Environnement Jeunesse fait aussi un excellent travail à nous chapeauter puis à nous aider dans tous nos projets. Puis on a même commencé à recevoir des demandes d'informations sur une future délégation. Donc c'est certain qu'il y a vraiment un engouement très, très fort pour ce projet-là. Puis ça donne en même temps une bonne idée de qu'est-ce qu'on peut faire, ne serait-ce qu'en s'impliquant dans un comité en environnement. Donc ça peut inspirer d'autres jeunes à s'impliquer davantage, puis à s'intéresser, puis à se dire que c'est accessible malgré tout. Ça a l'air bien gros, là, une conférence des Nations Unies, mais je pense que ça montre que tous les jeunes là, peuvent s'impliquer. Bon, ben voilà!